Bonjour, merci d'accueillir un professionnel de ce qui était votre rêve d'enfance, puisque j'en suis convaincu, lorsque vous étiez tout jeune, votre rêve était de devenir assureur. S'il en était besoin, la popularité qui est la nôtre suffit à l'illustrer. Le cyber est un risque qui, pour nous, assureurs, est aujourd'hui un risque naissant. On pourrait aussi dire un risque émergent. Je vais essayer d'illustrer le rôle que peut tenir l'assurance, à la fois en aval, mais aussi en amont, quant à ces sujets qui sont ceux de la souveraineté en matière de cyber. En aval, la situation est connue. Nous sommes chargés de réparer ce qui a dysfonctionné, qu'il s'agisse d'erreurs matérielles, qu'il s'agisse d'attaques ou qu'il s'agisse encore de négligence ou d'insuffisance. Cette fonction en aval est la fonction la plus classique de l'assurance. Nous sommes en présence au niveau mondial pour que vous mesuriez le côté tout à fait commençant du risque cyber. Retenez par exemple que les primes d'assurance cyber dans le monde s'élèvent aujourd'hui à 15 milliards de dollars. Vous pouvez comparer ces 15 milliards de dollars aux 4 300 milliards de dollars que sont les primes d'assurance non-vie. Vous pouvez aussi comparer aux 1 700 milliards de dollars que sont les primes d'assurance automobile. Et vous voyez en quoi ce marché, dont je souligne qu'il est sans doute le plus gros marché de demain, nous en sommes encore tout à fait au commencement. Et le fait que ce marché ne soit pas à maturité trouve aussi une illustration dans le fait que, à l'occasion des renouvellements annuels, ceux du 1er janvier 2026, les prix des couvertures cyber ont été orientés à la baisse. C'est dire que la maturité est un phénomène relativement long à acquérir, et c'est un peu en discordance avec la foudroyante rapidité des progrès qui sont accomplis par les techniques. Vous voyez là se confronter deux temporalités, la temporalité du progrès, celle des réalisations, dont la plupart nous bluffent, et puis la nécessaire intégration par l'économie, appelons-la ancienne si l'on veut, de ces données, de ces éléments et de ces aspects factuels. Le risque cyber est pour nous un risque à caractère évidemment systémique. Il est un petit peu comparable à ce que l'on peut rencontrer en matière de pandémie. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup, pas tous, mais de beaucoup d'autres risques, il est un risque qui va à la fois atteindre les assurés, mais aussi les assureurs. Il est évident que les assureurs ne sont pas à l'abri d'une attaque, un piratage informatique. Il est évident aussi qu'ils ne sont pas tous à l'abri des inondations, ni tous à l'abri des incendies. Mais généralement, cette mécanique-là, l'incendie ou l'inondation, sont circonscrites à un ou deux sites et permettent de faire face. Dans le cas d'une attaque cyber, vous pouvez avoir un cumul de situations qui fait que non seulement les entreprises couvertes se trouvent empêchées de fonctionner, mais encore que les assureurs chargés de couvrir le risque sont dans l'incapacité de répondre à leurs prestations. Je ne parle pas évidemment des prestations financières qui, elles, peuvent être toujours assurées. Donc ce risque, nous l'appréhendons en tant qu'assureurs en aval. C'est notre métier tout à fait traditionnel et classique. Il y a un autre aspect à ce risque, puisque
ce forum est consacré, au moins en partie, à la souveraineté à l'étage européen. Et si je voulais être un petit peu provocant, je dirais, mais bien sûr, il faut protéger en tant qu'assureur nos champions européens. Mais lesquels ? Avons-nous en place, avons-nous aujourd'hui des champions européens ? Il faut remonter un petit peu plus haut dans l'organisation de la chaîne économique. Le défaut majeur que nous rencontrons est un défaut d'abord culturel. Nous avons un rapport au risque qui est très sensiblement différent de la puissance qui est aujourd'hui dominante en matière de cyber. Il y a une autre puissance qui s'annonce dominante, le sera peut-être un jour, mais qui répond à des normes, à des standards et surtout à une organisation politique qui est tellement différente de la nôtre que je me dispenserai de remarques à ce sujet. C'est la Chine. La vraie différence, elle est avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une relation au risque qui est radicalement différente de celle que nous connaissons. D'abord, vous avez une acceptation des termes contractuels que nous ne rencontrons pas en Europe. Un exemple pour illustrer mon propos, la fameuse assurance paramétrique. Rapidement brossée, l'assurance paramétrique est un mécanisme d'assurance dont le caractère indemnitaire est déclenché par un événement ou plusieurs événements. On ne va pas compliquer, on va dire un événement. Exemple récent, le cyclone Yann, qui a frappé une partie du golfe du Mexique, ou d'Amérique maintenant, dit-on. Le gouvernement jamaïcain avait souscrit pour protéger ces populations une couverture paramétrique. Le cyclone est passé, beaucoup de maisons, beaucoup de bâtiments industriels ont été endommagés. Et quand le gouvernement jamaïcain s'est tourné vers ses assureurs, les assureurs n'ont pas payé. Pas payé. Tout simplement parce que le paramètre qui avait été retenu comme déclencheur de la couverture était la vitesse du vent. Et que les assureurs s'étaient engagés à couvrir si le vent dépassait une vitesse de 130 miles per hour. Or, munis des relevés météo de toute la zone, ils ont constaté que le vent n'ayant pas dépassé 128 miles per hour dans toute la zone, leur engagement n'avait pas à être souscrit. Je m'arrête un instant. C'est passé, mais comme une chose tout à fait normale, naturelle, dans cet endroit du monde. En Europe, est-ce que nous aurions eu les mêmes réactions ? Des populations entières qui sont non couvertes parce que le vent, à 2 miles à heure près, n'a pas soufflé suffisamment fort. Je prends cet exemple pour illustrer ce que nous considérons comme l'acceptation du risque, la culture du risque, différente entre un bloc comme les États-Unis et leurs proches et l'Europe. Cette appréhension du risque se retrouve aussi dans les mécanismes de financement. Et c'est ça le cœur du sujet pour ce qui est de la partie amont de l'industrie du cyber. Nous sommes assureurs et nous pourrions, je vais revenir après sur pourquoi j'utilise le conditionnel, être d'utiles financeurs à des projets avec une longue portée dans le temps. Je reprends l'opposition entre la culture du risque, je simplifie, aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, l'épargne n'est pratiquement pas intermédiaire. Si vous avez, j'en suis sûr, des amis américains, qu'ils appartiennent à même la classe moyenne, ils ont tous en direct
des portefeuilles d'actions. Difficile d'échapper à une conversation avec un ami américain au cours de laquelle ne sera pas mentionné le parcours boursier de telle ou telle valeur, que ce soit en bien ou que ce soit en défaut. Rien de tel en Europe. En Europe, l'épargne est intermédiaire. Et l'épargne est intermédiaire, et c'est là où on touche le cœur du problème pour les assureurs, avec des standards, des règles de placement qui sont extrêmement frileuses. On parle de normes prudentielles, mais peut-être devrions-nous parler de normes de précaution, comme on a mis dans la Constitution française le dit principe de précaution. En effet, sans vous accabler avec les chiffres, quand un assureur place l'argent de ses assurés en obligation d'État, en obligation d'un État européen, il n'est pas besoin de mettre en face un niveau de fonds propres, malgré le défaut de la Grèce. 73% de taux de défaut, qui est, je crois, un des taux les plus élevés en termes de taux de défaut au monde. Et bien malgré tout, les assureurs sont invités à ne pas mettre de fonds propres en face de ces obligations. En revanche, si vous investissez dans les actions, en particulier dans le non-coté, c'est là où sont les jeunes pousses en matière de cyber et de technologie, il faut mettre 43 € pour 100 €. Vous voyez la poussée qui est faite en termes de solvabilité, en termes de disponibilité des capitaux sur les assureurs. Et à titre personnel, je le regrette, parce que si nous voulons alimenter l'économie, nous aurions besoin de politiques prudentielles, de politiques d'encadrement de nos activités qui soient moins frileuses. Aujourd'hui, nous craignons tous que certaines de nos pépites, nos licornes, ne se transforment en narvals et traversent l'Atlantique. Oui, mais quels moyens donnons-nous, encore une fois, dans un système d'épargne intermédiaire, aux acteurs qui pourraient financer, qui pourraient porter ce type d'activité? C'est forcément extrêmement réduit, c'est coûteux, et on découvre que les assureurs ne peuvent pas jouer à plein le rôle de financeur. Donc, si vous avez des amis dans les instances européennes, si vous vous intéressez aux choses financières, si vous vous intéressez aux choses financières parce qu'elles peuvent aider les nouvelles technologies, n'hésitez pas à solliciter de ces personnes une réforme, une refonte, des réaménagements de ces standards qu'on appelle solvabilité 2 et qui emprisonnent les assureurs dans un champ qui, à mon avis, est trop restreint, et que cette culture du risque que j'évoquais très schématiquement, si différente entre les États-Unis et l'Europe, peut-être un petit pas vers l'Ouest, nous permettrait d'arriver à des financements beaucoup plus efficaces. Voilà ce que je souhaitais vous dire au titre de ce que peut être un assureur par rapport au risque cyber. Encore une fois, nous sommes en aval, nous aimerions être en amont. Être en amont, ça voudrait dire relâcher, modifier les standards de solvabilité. Ça ne dépend pas du grand public, ça dépend évidemment des sachants de la Commission européenne. Et puis en aval, nous apprenons notre métier, sachant que nous-mêmes y sommes exposés. Mais, après tout, que les assureurs partagent le sort des assurés, existe-t-il un monde meilleur ? Merci.